Voilà, bien écoutez, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette 32e édition du Salon international du livre de montagne de Passy, dont le thème cette année porte sur l'arc alpin, qui fait référence à l'histoire et à des projets communs entre les pays qui sont à la fois voisins et parfois cousins, hein, quand on pense à la proximité qu'il peut y avoir entre la vallée d'Aoste, par exemple, et puis les vallées de Savoie. Ce matin, nous allons parler du Mont Blanc et de la notion de frontière autour du Mont Blanc. Le Mont Blanc qui est un symbole de grandeur, mais aussi de fraternité entre les peuples voisins, parfois peut-être un symbole aussi d'affrontement. En tout cas, c'est un sommet convoité par toutes les cordées du monde, qui est le point de convergence de cultures à la fois proches et lointaines, qui s'enrichissent de leurs valeurs respectives. C'est un obstacle infranchissable, mais aussi le lieu emblématique d'une ouverture sur un monde en mutation. Le Mont Blanc est un repère pour nous tous, c'est un repère immuable et menaçant, qui est maudit ou glorifié. Il excite en tout cas les grimpeurs, il inspire les juristes quant à sa définition en droit, et en pratique, il porte les auteurs au rêve. Mais aujourd'hui, c'est surtout à l'aspect juridique du Mont Blanc que nous allons nous attacher, après avoir longtemps parlé au cours des différents salons de son aspect historique, géographique, naturaliste, etc. Donc, pour participer à cette table ronde, nous avons invité Roberto Louvain, qui est professeur de droit constitutionnel comparé, et qui a eu longtemps des responsabilités politiques en vallée d'Aoste et qui est un fidèle ami du salon. Michele Vellano, qui est professeur de droit européen à Turin. Et puis François Garde, qui est le créateur de ce salon il y a 32 ans maintenant, qui est un auteur qui compte maintenant dans la République française des lettres, et qui est juriste français, juriste administratif, de droit administratif. Et donc, je pense que nous pourrons essayer de voir, non pas à qui appartient le Mont Blanc, mais comment se définit la notion de frontière au sein de cette entité géologique qui est à la marge de plusieurs pays. Robert. Merci Michel. Et merci à tous les organisateurs, je pense qu'on entend bien, n'est-ce pas? Merci. Du salon. On vous retrouve toujours avec beaucoup de joie. Depuis quelques 31 ans, je n'étais pas là pour la première édition, mais depuis lors, j'ai rarement manqué à ce rendez-vous, qui est une occasion de culture, bien entendu, mais surtout de fraternité, de compréhension réciproque. Et je pense que le témoignage hier du président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, l'a très bien symbolisé. À qui appartient le Mont Blanc? C'était bien le titre d'un livre des plus grands historiens savoyards, de Paul Guichonnet, il y a quelques années. Je ne vous dirai pas la conclusion de son ouvrage pour vous laisser tout le plaisir de redécouvrir tout le travail de recherche qu'il a fait. Certes, il est assez drôle de savoir qu'il y a deux frontières du Mont Blanc. Il y a une frontière italienne et une frontière française qui ne correspondent pas, qui ne se superposent pas. Et encore, si c'était question de quelques moindres détails, on pourrait bien comprendre, mais les géographes, les cartographes, les experts, entre eux, ils se sont bien accordés sur la donnée territoriale. C'est l'interprétation politique qui remonte à 2 siècles, il y a 2 siècles et quelques, qui remonte essentiellement à l'époque napoléonienne, qui a fait de sorte qu'une frontière qui n'existait pas, là, il faut bien s'en souvenir, nous avons eu en partage 2 capitales, Chambéry pendant 1 siècle et demi et Turin pendant 4 siècles, et à ce moment-là, il n'y avait aucune frontière. Pour ce qui est du pays du Mont Blanc,
les cartographies de l'époque font état essentiellement d'un problème de cadastre entre la commune de Courmayeur et la commune de Chamonix, mais sans problème majeur, évidemment. Et on essayait surtout de ne pas être propriétaire du sommet, parce que le sommet ne rapportait strictement rien et aurait impliqué même le paiement de quelques impôts. Alors, mieux valait à ce moment-là s'en tenir au bois, au pâturage, jusqu'à une altitude plus raisonnable pour l'époque. Et c'est la modernité qui a, en quelque sorte, introduit, sous l'angle militaire, le problème de la définition de la frontière. La frontière est finalement une projection de l'imaginaire, une construction essentiellement artificielle et l'expression d'une volonté de puissance. Au fur et à mesure que l'occupation des espaces les plus élevés a avancé, on a ressenti le besoin d'affirmer la propriété, entre guillemets, puisqu'on n'utilise pas d'habitude ce terme en droit international, mais c'est une nécessité impérieuse qui s'est affirmée. Et heureusement qu'il y a des frontières, je dirais, parce que mon ami Michele Vellano, qui est professeur maintenant de droit de l'Union européenne, mais qui a été pendant longtemps professeur de droit international, n'aurait pas eu beaucoup de travail si une frontière et les frontières en général n'avaient pas existé. Et moi-même, étant un comparatiste, si on ne pouvait pas comparer des différences, si on ne pouvait pas comparer des espaces juridiques qui sont réglés de façon différente, je risquerais bientôt de me trouver au chômage. Donc, que les frontières soient bénies, mais qu'elles soient paisibles, qu'elles soient apaisées plutôt en ce moment. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre que cela n'est pas tellement le cas. Parce que finalement, autour du sommet du Mont Blanc, il y a un différend, une contestation entre ces deux pays qui se poursuit depuis disons, depuis le dernier après-guerre, parce qu'il y avait eu entre-temps des événements très déplaisants entre ces deux pays au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et les frontières sont interprétées de façon différente. Pour simplifier, puisqu'il faudrait faire appel aux historiens du droit et aux géographes, essentiellement l'interprétation française est une interprétation militaire qui s'appuie sur un passage du traité de Paris qui imposait une ligne de frontière qui était celle des plus hauts sommets, des plus hauts plateaux du côté du Piémont, disait-on à l'époque, la vallée d'Aoste n'étant pas encore reconnue à titre de région spéciale, et donc les Français avaient affirmé à ce moment-là, je dirais par la force militaire, cette interprétation qui était contraire à l'interprétation plus large qui a concerné la frontière franco-italienne, je pourrais dire au sud du Mont Blanc, qui était celle du partage des eaux. Donc, on suivait la ligne du bassin versant, si vous voulez, ce qui a été longtemps considéré comme une frontière plus naturelle. Mais cela ne s'était pas appliqué en droit dans ces États de Savoie, dans cet État de Sardaigne, dont la Savoie était encore partie. Donc, vous aurez peut-être la surprise de voir, si vous utilisez la cartographie, nous prenons à témoin nos amis, nos cousins suisses, dans ce cas, pour nous dire qu'il y a véritablement, et c'est marqué sur les cartes géographiques, un territoire contesté. Il s'agit de 80 hectares qui se situent au-delà de la ligne du bassin versant, puisque le sommet, pour simplifier, en passant du dôme de Goûté, passerait par le sommet du Mont Blanc, mais du Mont Blanc de Courmayeur, qui n'est pas le plus haut sommet.
qui se trouve de l'autre côté. Alors, là encore, grande dispute historique pour savoir si le sommet du Mont Blanc que l'on voit de Courmayeur est le plus haut, ce qui est en réalité, en regardant le Mont Blanc du Val Ferret, ou si c'est le Mont Blanc que l'on voit de Courmayeur qui n'a comme point de mire dans sa vision que le Mont Blanc de Courmayeur, donc 150 mètres plus bas. Bref, l'affaire est ainsi reportée par les cartes géographiques, et la commission mixte française et italienne qui s'est occupée de l'affaire a établi en 2016, donc pas de la préhistoire, il y a quelques années seulement, a établi en 2016 que pour la zone litigieuse, donc nous sommes unis par une zone litigieuse, hein, c'est intéressant comme, la documentation, notez bien, continuera à montrer deux lignes différentes du tracé de la frontière, ce que je résume par les mots « on est d'accord que l'on n'est pas d'accord ». Donc, il est néanmoins souligné, je voudrais le rappeler, l'importance d'éviter toute initiative unilatérale des autorités locales dans cette zone et l'impérieuse nécessité d'une coordination entre les autorités compétentes des deux pays pour le secours en montagne dans cette zone sensible. Et voilà, nous en sommes évidemment au sujet de ce que j'appelle les crises estivales. Chaque année, pendant l'été, surtout du côté italien, il faut bien le dire, les journaux sont remplis d'articles, d'informations concernant quelques méfaits français, ordonnances des maires. Là, nous avons une certaine asymétrie dans le sens que du côté italien, il n'y a qu'une seule commune, c'est la commune de Courmayeur, alors que vous en avez trois, à Saint-Gervais-les-Bains, les Ouches et Chamonix-Mont-Blanc, qui se partagent en quelque sorte le territoire jusqu'au sommet du Mont Blanc. Donc, il y a en effet nécessité, tôt ou tard, de régler cette situation. Nous n'en sommes pas arrivés encore aux disputes militaires. La guerre du Mont Blanc aura-t-elle lieu, pour reprendre le mot de Jean Giraudoux. Malheureusement, si vous vous souvenez de ce très beau livre, des grandes disputes de l'époque, se terminait par la guerre de Troie, par l'éclatement de ce conflit. Donc, nous espérons vivement qu'il y ait l'intelligence d'interpréter aujourd'hui autrement la frontière, et que l'on commence à songer, comme l'on songe dans certaines situations au niveau international, à des frontières moins rigides, à un sens du partage qui soit différent. Puisqu'il y a, au fond, la nécessité non plus d'exploiter. Il faudrait peut-être pas trop raisonner dans ce terme. Exploiter, c'est une nécessité de tirer un profit, en quelque sorte. On sait bien qu'on a un profit économique à travers l'alpinisme, à travers le retour d'image et tout cela. Mais c'est quelque chose qui peut, je pense, très bien être pensé. Il faudrait plutôt penser à gérer comme un administre en commun, une fortune, un bien qui, s'il était partagé, s'il était divisé, s'il n'était pas bien coordonné dans son existence, poserait et pose d'énormes problèmes. Comment peut-on discipliner l'atterrissage sur le sommet du Mont Blanc? Comment peut-on adopter des dispositions sur un territoire qui n'est pas séparable à certains égards, ou qui est très difficilement négociable dans sa diversité? Ou plutôt, comment peut-on penser aussi à sanctuariser ce territoire, à en faire quelque chose d'inatteignable, quelque chose qui est au-dessus des dispositions, de certaines dispositions humaines. J'ai retrouvé tantôt dans une plaquette de l'espace Mont Blanc l'idée
relancer, une fois de plus, de patrimoine d'appartenance du Mont Blanc au patrimoine de l'humanité. Il est assez curieux que l'idée ait été lancée en 2000 par la France, d'un côté, sans apparemment avoir concerté cela avec l'Italie, donc avec requête d'inscription du Mont Blanc dans le patrimoine mondial de l'humanité, et qu'en 2008, l'Italie a fait de son côté exactement la même chose. Mais est-ce que ces stratégies unilatérales, d'où qu'elles viennent, sont des stratégies que l'on peut en effet continuer à garder, ou est-ce que l'on doit regarder à d'autres solutions? Nous avons donné pour titre cette causerie Mont Blanc sans frontières. Il faut probablement entrer dans un état d'esprit différent concernant cette frontière. Il faut essayer d'unir plus que séparer, parce que d'autres problèmes, plus des problèmes purement d'alpinisme, pointent déjà à l'horizon. Nous avons aujourd'hui tendance à raisonner, c'est une impérieuse nécessité liée à la crise environnementale et climatique, en termes de partage équitable des ressources naturelles. Il y a des nappes phréatiques en dessous du Mont Blanc. Qu'en est-il si on les utilise unilatéralement en aspirant les eaux d'un côté ou de l'autre? Ne doit-on pas prévenir aussi ce genre de situation? Il y a des problèmes de pollution. Est-ce qu'on peut régler la pollution du Mont Blanc unilatéralement par des décisions non coordonnées des deux côtés? Je pense que nous avons tout intérêt à essayer de changer un peu d'esprit, à définir celle qui pourrait être une sorte de souveraineté partagée. On évoquait l'idée avec François tout à l'heure, puisqu'il en existe des exemples au niveau international de co-souveraineté sur un espace de ce genre. Et ne serait-ce pas, au fond, un symbole très haut d'unité européenne que de consacrer de cette façon le sommet, le prétendu sommet européen, parce que là aussi les géographes nous contestent cette supériorité, considérant qu'il y a, je crois, au moins 5 sommets de plus de 5000 mètres qui feraient partie géographiquement de l'Europe. Mais on a l'habitude, et les Français ont été maîtres en cela, de bien valoriser l'idée d'un toit de l'Europe. Eh bien, si nous avons besoin d'un toit sur notre édifice européen, il vaut mieux que ce toit soit commun, et cela me paraît offrir de meilleures conditions de solidité et de stabilité. Merci, mais je voudrais... Pardon, je termine mon raisonnement par une sorte de passage du flambeau à mon ami et collègue Michele Vellan. Nous sommes tous les deux fils de la même alma mater, n'est-ce pas? Nous avons tous les deux étudié à l'université de notre ancienne capitale, de Turin, et nous avons grandi en quelque sorte à une école de juristes qui ont toujours eu un esprit très ouvert, très sensible à notre histoire séculaire, et donc très peu cloisonné dans un esprit strictement national. Donc je suis très content qu'il puisse ajouter à mes quelques considérations un point de vue de juriste de l'Union européenne sur le Mont Blanc en tant qu'espace de coopération. Merci beaucoup. Merci Roberto. Et donc pour gérer cette entité géographique qui est l'espace Mont Blanc, il convient sans doute de faire évoluer les traités vers davantage de coopération des actions plutôt que dans le sens d'une séparation des États. Tout à fait. Je pense que peut-être utile aussi de projeter les images de les frontières
Comme ça, le public peut en fait se rendre compte de Il faut qu'elle soit manœuvrée en haut. passer, s'il y a la Le possibilité. contrôle humain ne marche pas. Ah, voilà. Yannick. On le voit. Alors là, c'était l'idée qu'il y a deux visages d'un même Mont Blanc. Vous voulez bien avancer, comme ça je commande au pied levé ces images. Voilà, il y avait les cartographies de l'état-major sarde, qui ne faisait pas état, évidemment, d'une véritable frontière. Là c'est un peu la cristallisation de la position française par la carte du capitaine Mieulet en 1865. Là, remarquez que l'Italie est évidemment, ça c'est le trapèze qui a été... Là, le sommet, c'est là. Exactement. Bravo. Et donc, là, à remarquer que l'Italie était très faible à ce moment-là, elle venait de se constituer un État unitaire. Un accord s'était passé pour le passage de la souveraineté sur Nice et la Savoie à la France, et l'affaire est en quelque sorte passée inaperçue. On a considéré qu'il fallait rétablir les anciennes frontières, mais les Français, unilatéralement, ont établi de leur part cette stratégie. Voilà. Et merci. Pardon, vous n'entendez pas. Oui, merci beaucoup. Alors, mais si vous voulez bien avancer, c'est pour arriver à la 12e qui est celle sur laquelle enchaînera Michele. Je croyais qu'elle avait avancé. Voilà, traité de Paris qui établit la ligne en quelque sorte militaire, les points les plus avancés du côté du Piémont, des sommets, des plateaux et autres lieux ci-après désignés. Suivante, oui, voilà. Le tracé, voilà, donc il y a une zone de litige, et comme vous le verrez, on peut avancer encore. Là, vous voyez à côté du Mont Blanc, l'indication de la carte suisse de 2018. C'est assez récent quand même. Statut de territoire contesté. Donc nous avons une véritable contestation en droit international. Merci. La Commission établit un accord sur le désaccord en 2016. Et voilà. C'est l'idée d'un espace commun que nous avons évoqué avec des questions sensibles qui ne sont pas uniquement de nature d'alpinisme à haute montagne. Encore, s'il vous plaît. Donc, la conclusion est bien celle-là, séparer et unir. Nous en arrivons aux cartes sur lesquelles fera son... On peut avancer encore une... Exactement. Merci. Si vous voulez avancer encore une image après, c'est l'espace Mont Blanc. Mais encore une image après, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on a. Voilà, on peut rester là, comme ça vous avez l'image du Mont Blanc. Bon, merci beaucoup, merci pour l'invitation, mais c'est un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui et avec cette occasion de confrontation dans votre Salon international de la montagne, qui est désormais une institution qui nous a le plaisir de participer aujourd'hui sur le thème, si vous voulez, d'une approche juridique, donc pas vraiment peut-être intéressant pour tout le monde, mais on a vu la question a monté d'intérêt aussi dans ces dernières années, puisqu'il y a en effet des problèmes de responsabilité envers les activistes qui arrivent juste au sommet du Mont Blanc. Je vais faire encore quelques considérations après l'intervention de monsieur le professeur Robert Polluvin pour ce qui concerne la coopération transfrontalière. On a vu que la frontière, c'est une façon
partager les territoires entre les États, mais c'est qu'on a une sorte de découverte de la possibilité de collaborer entre les États. C'est une découverte assez récente dans l'histoire des coopérations des États. Et en particulier en Europe, c'est une découverte qui a apporté de améliorations très fortes à la population locale, aux entités d'administration locale. Et c'est passé en particulier grâce à la compétence de l'Union européenne. Donc le Mont Blanc, le massif de Mont Blanc, pas seulement le sommet, on s'est concentré, si vous voulez, sur le sommet du Mont Blanc, du passage de la frontière, mais nous le savons bien, le Mont Blanc, c'est le massif du Mont Blanc. Il est devenu, à partir du 1991, un exemple extraordinaire de coopération entre les États à travers l'expérience de Espace Mont Blanc, qu'on a évoqué plusieurs fois, qui est un acteur très important aussi pour le Salon de la Montagne, donc vous le connaissez déjà. Ce qu'il faut dire, c'est que cette collaboration a débuté, si vous voulez, d'une façon intergouvernementale, c'est-à-dire d'une façon traditionnelle entre la collaboration de deux États qui veulent faire quelque chose ensemble. Mais ce qui a amélioré beaucoup la dimension de la coopération dans l'espace Mont Blanc, c'est l'apport qu'a donné l'Union européenne. Et ça, ce n'est pas seulement par une compétence qui a été attribuée à l'Union européenne, pas au début de l'histoire de l'Union européenne, mais après plusieurs années de travail, de négociations, dans lesquelles ont joué un important rôle aussi les représentants politiques de la Val d'Aoste et de la Savoie, de porter dans la compétence de l'Union européenne la question de la montagne. Et là, ce n'est pas une question seulement de réglementation, mais c'est plutôt la possibilité de donner dans les badges, dans les ressources financières de l'Union européenne, des ressources pour la collaboration transfrontalière sur les montagnes. On a vraiment compris que les montagnes, ce ne sont pas comme étaient considérées pendant les siècles des frontières naturelles, des frontières qui servent à séparer, mais peuvent être considérées des occasions de collaboration entre les États et surtout entre les autorités locales, les populations locales qui sont près des montagnes et qui ont beaucoup d'histoire commune. On sait bien ici à la Savoie, très fort, des liaisons très fortes entre eux. Ce que je voulais porter à votre attention, c'est en particulier ce passage qui a été noté entre une collaboration, si vous voulez, intergouvernementale entre l'Italie et la France. On a déjà, on l'a rappelé le précédent, la liaison très forte entre les deux pays, et qui était soulignée, comme on a dit, dans le général Charles de Gaulle, qui l'avait noté dans une occasion solennelle au palais de l'Élysée. Il avait dit « L'Italie et la France sont voisines, elles sont cousines, elles sont latines, c'est dire qu'au fond de leur nature, tous les portent à se tenir pour des amis privilégiés. » De noter qu'il avait pris les mots cousine et pas sœur pour créer des situations de comparaison trop fortes entre la sœur majeure, la sœur mineure. Donc il a préféré choisir les mots cousine, que c'est beaucoup plus souple, si vous voulez, à ce propos. Et donc on est passé par des conventions internationales, comme vous le savez, la Convention internationale signée à Paris le 14 mars 1943 pour la construction de la gestion du tunnel du Mont Blanc, qui est typiquement une convention de facilitation des liaisons routières entre deux pays, et qui a seulement dans cette solution une tentative
de donner un peu de voix aussi aux autonomies locales, mais c'est tout à fait encore un accord intergouvernemental. Et après ça, on peut encore rappeler un accord signé le 19 mars 2007 entre la présidence du Conseil des ministres de la République italienne, département de protection civile, et le ministère de l'Intérieur du gouvernement de la République française sur la coopération transfrontalière dans les domaines des secours d'urgence dans les zones de montagne. Mais je préfère porter votre attention sur un autre type de collaboration, c'est-à-dire la collaboration jour par jour. C'est la collaboration qu'on a commencé à avoir dans l'espace Mont Blanc. Pour qui fait des études sur ce sujet, l'espace Mont Blanc, c'est peut-être la forme la plus avancée de collaboration transfrontalière entre pays européens au sujet de la montagne. Donc il faut le dire que l'expérience de l'espace Mont Blanc, c'est une expérience dynamique, c'est une expérience de haut niveau, peut-être la meilleure expérience qu'on a bâtie dedans l'Union européenne. Et donc il faut vraiment le dire. Moi, je ne vais pas vous parler de l'espace Mont Blanc parce que je crois que vous le connaissez assez bien, c'est très intéressant et c'est assez particulier. Ce que je veux vous porter votre attention, c'est la possibilité de face des problèmes très importants pour la collectivité territoriale du côté français et du côté italien d'une façon mieux organisée et plus efficace. Je vais vous donner 3 exemples, très brièvement, si vous voulez. Le premier, c'est le changement climatique. Bon, on sait bien que le changement climatique est un processus à l'échelle globale qui produit déjà des effets partout dans le monde. Donc, l'impact de cette transformation, on les voit tous les jours, si vous voulez. La lutte contre le changement climatique se joue principalement sur 2 fronts. Le premier, c'est concerne les mesures d'atténuation. Et là, en effet, c'est difficile de faire quelque chose à niveau local. C'est ça, c'est sûr. Mais il y a quand même une deuxième dimension, qui sont les stratégies et actions d'adaptation aux effets du changement climatique. Et là, c'est donc de chercher de réduire les conséquences négatives et de profiter des opportunités liées aux mutations du climat, s'il y en a, bien sûr. Et là, on peut en effet collaborer. En effet, on peut travailler ensemble et on peut le faire grâce à des financements qui arrivent de l'Union européenne. Là, c'est typiquement ce qui concerne le thème d'adaptation, si vous voulez, un thème de collaboration aussi dans l'avenir pour ce qui concerne les communautés de la Val d'Aoste, de la Valais et de la Savoie. Et il y a un deuxième thème qui, si vous voulez, est triste. Il y a une liaison assez forte avec le changement climatique, qui sont les risques naturels. Et bon, là, on le sait bien, les régions transfrontalières des Alpes occidentales se face à des risques naturels. On l'a vu malheureusement en Italie pendant l'été. Il y a eu la tragédie, vous avez vu, après l'avalanche qui est arrivée, qui a porté la mort sur l'autre côté des Alpes. Et là, c'est une conséquence du changement climatique. Donc, il faut travailler pour des informations à faveur des personnes qui font du trekking, etc. Et là, c'est typique une situation de collaboration qui peut très bien marcher entre les 2 parties du Mont Blanc. Il y a un projet à ce sujet, c'est Prévris Côte Montagne. C'est une collaboration qui est coordonnée par la Fondation Montagne Sûre de Courmayeur, mais il y a la participation aussi de la Charbonnière de la commune valdôtaine de Valtournanche. Il y a la collaboration du Centre de recherche de l'environnement alpin du canton de Valais. Et donc, on travaille assez bien sur ces sujets pour aller à donner des informations et sensibiliser les pratiquants, les touristes, les populations locales à ce qui peut passer
comme conséquence du changement climatique. Et troisième volet, si vous voulez, je vais terminer, c'est le thème de la culture. C'est le thème de la culture, et c'est pas donc un hasard en parlant ici, on l'a dit hier à la présentation initiale, c'est-à-dire que la montagne c'est culture. Et là, de nouveau, nous avons des opportunités extraordinaires qui arrivent à partir de l'Union européenne, en particulier pour ce qui concerne le programme Interreg France-Italie-Alcatraz, qui va être rénové par les prochains 7 ans. Et ici, je vais vous mentionner, peut-être vous le connaissez, le plan intégré territorial parcours, qui a été récemment lancé à Daost et qui met au centre du programme la culture. Et il y a aussi, peut-être vous le connaissez, un symbole de cette collaboration culturelle, c'est la casernette Espace Mont-Blanc au col de la Seigne, dans la haute Val Béni de Courmayeur, qui est au milieu du Tour de Mont-Blanc. Et c'est un symbole, si vous voulez. Parce que c'est un symbole, parce que c'était un édifice militaire, une garnison militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, grâce à la propriété de la région autonome d'Aoste, et maintenant, grâce à un financement européen qui a été alloué dans le cadre du programme Alcatraz France-Italie, a fait l'objet de requalification et transformé en un espace de rencontre, de partage d'expériences avec des équipes de professionnels italiens et français multilingues qui sont à disposition pour donner des informations sur l'espace Mont-Blanc, sur les possibilités et d'autres informations très intéressantes aussi pour ce qui concerne, comme on a dit avant, les conséquences du changement climatique sur ce territoire. Donc, je crois qu'on a vu toutes les deux dimensions juridiques de la frontière comme on a dit une séparation, mais pas juridique de deux États voisins, mais on a vu aussi la possibilité qu'à travers les droits, on va chercher des formes de collaboration effectives et pleines de conséquences positives pour la population locale, pour les touristes, pour ceux qui aiment la montagne. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Kaye Renano. On voit bien qu'entre ces deux cousines qui ne sont pas forcément des cousines germaines, hein, puisque la frontière avec l'Allemagne est un petit peu loin, il y a des éléments fédérateurs que sont les réflexions sur le changement climatique et sur la culture, mais il peut aussi y avoir des pierres d'achoppement en ce qui concerne la fréquentation et la gestion des risques. Alors, en France, comment s'organise la réglementation et l'approche juridique que l'on peut avoir face au Mont-Blanc? Moi, je voudrais surtout réagir aux deux brillants exposés que nous venons d'entendre. Donc, la question posée étant celle du Mont-Blanc et de la frontière, on peut dire les Français s'occupent du côté français, les Italiens du côté italien, les vaches seront bien gardées. En vous écoutant, j'ai réalisé qu'il y avait un exemple merveilleux, tragique, qui montre que si les Français s'occupent du côté français et les Italiens du côté italien, ça ne marche pas. Cet exemple, c'est l'incendie du tunnel du Mont-Blanc. Deux centres de gestion du tunnel, chacun d'un côté, pas de coordination organisée, arrive l'incendie, il y aurait eu des morts de toute façon, mais il est certain que l'absence de coordination entre les secours, les alertes, etc. d'un côté et de l'autre du tunnel ont aggravé la catastrophe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en mémoire par rapport à tous ceux qui sont crispés sur une vision, comment dirais-je, des années 30 de la souveraineté, pour le dire. Je voulais beaucoup insister, mais ça a été très bien dit par Robert, sur le fait que la frontière dont on parle est une frontière récente au regard de l'histoire. 1860, le Mont-Blanc, qui était jusque-là le point culminant des États du royaume de Piémont-Sardaigne et qui n'intéressait pas les Français, sauf quand Napoléon, quand Richelieu venait attaquer ce royaume-là, le Mont-Blanc n'intéressait pas les Français. Le point culminant de la France avant 1860, il était quelque part en Isère, c'était évidemment pas le Mont-Blanc. Et là, on fait une frontière.
et on cherche, cette carte est absolument fascinante, on cherche quelle frontière, et on a des théories pour déterminer la frontière naturelle. Quand on parle de bassin versant, au point le plus haut, on cherche un repère qui serait indiscutable. Indiscutable, tu parles, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais c'est la notion même de frontière naturelle qu'il faut interroger. C'est quoi une frontière naturelle? Si vous regardez la carte du monde, je réfléchissais, oui, l'Islande a probablement une frontière naturelle. Ok, parce que c'est une île. Mais Taïwan, c'est une île aussi. Et on ne peut pas dire que la frontière de Taïwan soit naturelle. On pourrait faire aussi un commentaire du même type sur la Crimée. Où est la frontière naturelle? Passons le bébé par-dessus bord. Les frontières ne sont jamais naturelles. Les frontières sont toujours l'expression d'un rapport de force, plus ou moins apaisé, entre des États souverains. Alors parfois on s'adosse, effectivement, on est content quand on trouve un système géographique qui permet d'avoir des lignes directrices. Mais on se souvient avec Robert Lacoste que la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Donc ce concept de frontière naturelle doit être interrogé. Frontière, c'est entre deux États. Donc le débat dont on s'occupe là, c'est un débat entre Paris et Rome. Ça ne sera jamais un débat entre Annecy et Aoste ou entre Saint-Gervais et Courmayeur. Paris peut décider d'associer des autorités locales, Rome peut décider, de mon point de vue, il y a tout intérêt, mais on est bien sur un sujet de droit international, et les acteurs de droit international concernés, c'est la France, c'est l'Italie. C'est pas, éventuellement l'Union européenne, mais c'est pas les collectivités. Je dis pas ça de manière méprisante, mais pour simplement rappeler qui fait quoi en matière de droit international. Et en matière de droit international, on a des solutions dans la boîte à outils. Je vais juste vous raconter, avant d'ouvrir la boîte à outils, l'histoire de l'île Hans. Tout le monde connaît l'île Hans, bien entendu, Hans, qui est située entre le Groenland, possession danoise, et l'île d'Ellesmere, possession canadienne. Et ça fait 100 ans que, évidemment, il y a de la glace, on est très au nord, on est à quelque chose comme 80 degrés nord, il y a de la glace 10 mois par an, et ça fait 100 ans que les Danois et les Canadiens se disputent à propos d'un îlot qui doit faire 2 ou 3 hectares. Quand il y a un bateau canadien qui passe, il boit la bouteille laissée par les Danois, et ils mettent du whisky canadien, et puis quand, quelques années plus tard, un bateau danois passe, ils boivent le whisky canadien, et ils laissent une bouteille de schnapps danois. Ça durait comme ça depuis très longtemps. C'est le seul conflit territorial qu'il y a entre le Danemark et le Canada, et on ne trouvait pas de solution. Arrive la guerre en Ukraine. Tout d'un coup, ces deux pays membres de l'OTAN se disent c'est quand même complètement con d'être en conflit territorial pour un îlot de quelques hectares, et on va tracer une ligne équidistante entre les côtes de l'un et de l'autre, et donc le Canada est devenu propriétaire de la moitié de l'îlot Hans, et le Danemark de l'autre moitié. La guerre en Ukraine aura au moins servi à régler ce contentieux séculaire entre ces deux pays. Mais là, on est sur une forme traditionnelle, c'est-à-dire une souveraineté absolue. Il y a néanmoins dans la boîte à outils du juriste des outils de souveraineté plus ou moins partagés. Alors il faut les prendre avec des pincettes, il faut toujours se rappeler que ça n'arrive pas par hasard, mais au terme d'un long processus de négociation, et que chaque solution est spécifique. Mais on peut parler du statut du Spitzberg, sur lequel on s'est mis d'accord en 1910, enfin de l'archipel du Svalbard, pour parler correctement. Le traité de Paris de 1920, si ma mémoire est bonne, dit que reconnaît la souveraineté de la Norvège sur le Svalbard, mais autorise tous les signataires à faire ce qu'ils veulent au Svalbard. C'est comme ça que l'Union soviétique a eu des mines de charbon en territoire norvégien, et le statut du Svalbard fait qu'on ne peut pas s'y opposer. La France a créé une station scientifique à Nialesund sans demander l'autorisation des Norvégiens. Comme on est bien élevé, on les a informés, mais en plus on est dépositaire du traité, mais ils ne pourraient pas s'y opposer. Donc chacun fait ce qu'il veut au Svalbard, et on ne peut pas s'y... Voilà, la Norvège n'a pas de moyens, elle a la souveraineté, mais elle n'a pas de moyens de l'assumer, de l'exercer. Autre exemple, l'Antarctique.
traité de Washington de 1963. Certains pays avaient revendiqué leur souveraineté sur des morceaux d'Antarctique, la France au titre de la Terre Adélie, l'Angleterre au titre des Malouines, le Chili et l'Argentine dans le prolongement de leur possession, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. D'autres n'en avaient pas revendiqué, notamment les États-Unis, mais aussi l'Union soviétique, mais aussi l'Afrique du Sud pour les pays riverains, mais aussi la Chine, l'Inde, bref. Et le traité de l'Antarctique dit que les souverainetés qui ont été affirmées ne sont pas remises en cause, mais ne sont pas opposables. Donc, quand un Français est en France, il a le droit de dire « je suis en France », et en terre Adélie, l'État français ou le territoire d'État lève l'impôt sur les gens qui sont affectés en terre Adélie. Mais si un Italien arrive en terre Adélie, il a tout à fait le droit de dire je suis où je veux, et en tout cas, on ne peut pas lui appliquer le droit français. Et donc, cette idée d'une souveraineté qui est limitée à ses seuls nationaux, pour le dire de manière un peu inexacte, enfin, c'est un résumé approximatif, est intéressante, et donc la souveraineté n'est pas au point. Et lorsque la France crée une base en Antarctique hors de la terre Adélie, la base Concordia, eh bien, la base Concordia, elle est sur un secteur non revendiqué, et la France a informé les autres membres du club, mais n'a pas eu à demander l'autorisation pour aller implanter une base ailleurs. Donc, on trouve, je pourrais vous parler des fonds marins, je pourrais parler de la Lune, qui ont fait l'objet de traités internationaux, mais ça commencerait vraiment à ressembler à un cours à la fac. Ce que je veux dire à travers ces exemples, c'est que les juristes ont de l'imagination. Il y a aussi le condominium qui a existé pour les Nouvelles-Hébrides. Il y a des formules de souveraineté partagée, la relation entre l'île Cook et la Nouvelle-Zélande. Enfin bon, on pourrait faire un tour du monde des situations baroques. Ça nous amènerait à nous dire que ce qui compte, enfin, ce qui fait défaut, c'est pas l'imagination des juristes. Faites-moi confiance, elle est féconde, l'imagination des juristes. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Il faut bien se rendre compte que l'idée qu'on puisse passer d'une souveraineté absolue à une souveraineté d'un certain point de vue partagé, eh bien, c'est parier Rome, de démocratie, de parlement. Je vous laisse imaginer les réactions de partis populistes à l'idée que la France allait laisser l'Italie mettre sa grosse patte sur ce petit bout-là qui est à nous et pas à eux. Il faut le porter, ça, devant un parlement. Donc on voit bien les inconvénients et on discerne plus mal les avantages. Je ne permettrai pas de dire ce qui se passerait au Parlement italien. Ils sont bien mieux élevés, bien moins fanatiques, et voilà, bref, et bien moins crispés sur la souveraineté. En tout cas, c'est pas à moi de le dire. En tout cas, c'est pas à moi de le dire. Mais voilà, donc, lorsque le président Chirac a imaginé d'avoir une co-souveraineté avec l'île Maurice sur l'île de Tromelin, je vous emmène au nord de Madagascar, c'est une île française, personne n'a compris ce qu'il voulait dire, et les diplomates se sont échinés à donner de la substance à cette co-souveraineté, mais ça, comme disait le président Chirac, ça a fait pchit, quoi, parce que on peut pas être, voilà, on a du mal à gérer une souveraineté qui ne serait pas absolue. Donc, on a des exemples d'abandon de souveraineté. Le plus évident, c'est évidemment l'Union européenne, qui ne repose que sur une logique où on accepte de renoncer à sa souveraineté, mais à sa souveraineté fonctionnelle. On est sur la souveraineté territoriale. C'est plus complexe. Tout ça pour dire que je reviens sur le tunnel ou sur les accords franco-italiens en matière de sécurité civile. On voit bien que cette logique absolue a atteint une limite. Et c'est là qu'il faut aussi rendre hommage aux acteurs de terrain, donc d'Annecy, de Chamonix, de Courmayeur ou de Daos, parce que c'est eux qui poussent les États nationaux, qui ont franchement d'autres sujets, à aller plus loin et à se rendre compte qu'il faut dépasser ces questions-là. Donc c'est par un travail miroitant, si je puis dire, entre le niveau local et le niveau national qu'on pourrait avancer à faire les choses. Mais il ne faudra sans doute pas le présenter comme un abandon de souveraineté, parce que c'est des mots qui font chiffon rouge, voilà, mais comme une manière de gérer ensemble un bien commun. Alors, pas un patrimoine de l'UNESCO, mais je rappelle que pour être éligible au patrimoine de l'UNESCO, il faut déjà avoir une forme de protection en droit interne. Elle n'existe pas côté français, je ne suis pas sûr qu'elle existe côté italien, et donc le dossier n'est simplement pas recevable, parce qu'il faut d'abord faire propre chez soi, avant de prétendre avoir le label de l'UNESCO.
Donc tant qu'on n'acceptera pas que le Mont Blanc soit un parc national ou une réserve naturelle, c'est les deux outils de droit français, je ne sais pas ce qu'il en est côté italien, le dossier sera tout simplement pas recevable. Et pour faire passer le Mont Blanc en réserve naturelle ou en parc national, notamment par rapport aux élus locaux et aux acteurs locaux du tourisme, il y a du boulot. Donc c'est pas demain qu'on sera à l'UNESCO. Mais sans parler de biens communs, enfin de patrimoine mondial de l'UNESCO, l'idée de dire que le Mont Blanc, avec ses spécificités et effectivement son identité de toit de l'Europe, justifie d'une gestion partagée, mais pour que ça marche, si je puis me permettre, il ne faut justement pas se crisper sur la zone litigieuse. Il faut que cette gestion partagée englobe la couronne, si je puis dire, je ne sais pas jusqu'où on descend, mais la couronne où les choses se passent. Parce que si on se crispe sur la zone partagée, il y en a un qui perd et il y en a un autre qui gagne. Quoi. Il faut pas qu'on... Et là, ça deviendra illisible. Donc, si on doit, à partir de cette zone de conflit, retourner le truc pour en faire une zone de paix et de collaboration, il faut élargir la focale à une dimension que les alpinistes nous aideront à définir. Merci. De ces explications. Jean-François, vous avez une question? Oui, non. Simplement, vous avez fait allusion, par exemple, au problème du réchauffement climatique, qui est un côté tout à fait dramatique dans le massif du Mont Blanc. Je suis pratiquement actuellement, le Mont Blanc est devenu totalement inaccessible en raison de la canicule qui affecte le massif du Mont Blanc actuellement. Mais pour régler ces problèmes, est-ce que le fait de trancher ce conflit juridique concernant le Mont Blanc, est-il français, est-il franco-italien, est-ce que c'est ça qui va réellement permettre cette collaboration où on collabore pour lutter contre le réchauffement climatique? Mais je pense que c'est indépendant du fait que le Mont Blanc soit construit comme un territoire. On sait que la petite zone que vous avez indiquée appartient à la commune de Saint-Denis. Donc, sur une attitude de Jean-Marc Payet, dont le coup de la polémique est particulièrement développé, si vous voulez, je pense qu'on peut collaborer sans trancher ce point que vous avez l'un et l'autre, je parle aux deux intervenants italiens, que vous avez abordé, et puis on ne peut pas non plus oublier l'histoire. Il y a eu en 1943, je vous ai dit que le tunnel du Mont Blanc, il y a eu un accord en 1943, non, c'est en 1953, c'est en 1943, la Haute-Savoie est occupée par l'Italie. Et puis, c'est tout à fait historique, pour personne ne tenir, lorsque les Valdôtains se souviennent de la tentative du pouvoir mussolinien d'italianiser le Val d'Aoste et de supprimer le parler local du Val d'Aoste, qui était invité avec une immigration du sud de l'Italie dans le Val d'Aoste. Donc, si vous voulez, les choses sont toujours plus complexes que ce qu'on imagine, mais je pense qu'une collaboration est nécessaire sur les questions que vous avez envisagées pour justifier ce point tout à fait annexe et quelque part anecdotique de petit territoire qu'a annexé la France et qui appartient à la commune de Saint-Gervais pour l'État français. Pour résumer, donc, il y a des variables indépendantes qui sont climatiques, historiques, administratives, etc. Oui, absolument. Il est hors de question de pouvoir régler la question du réchauffement climatique par la solution qui concerne ces 82 hectares de montagne. On se situe sur notre plan et je pense qu'on doit tout d'abord, par précaution, éviter qu'il y ait des différends de nature territoriale entre deux pays. C'est une règle de prudence. Je vous invite à voir et écouter sur YouTube l'intervention d'une parlementaire européenne élue en Italie qui revendique ces territoires avec une âpreté d'autre temps, je veux dire, qui remonterait plutôt
Exactement, en disant que c'est insupportable que les Français continuent à occuper ce territoire italien, etc., etc. Ça peut paraître hors du temps, mais c'est le genre de situation que l'on voit bien dans la crise ukrainienne actuelle, qui ont été vues en Crimée, etc. En effet, la vallée d'Aoste a été, dans le différend qu'il y a eu entre le général de Gaulle et l'Italie dans l'après-guerre, a été un peu une sorte de Crimée, puisqu'elle était revendiquée territorialement par le général de Gaulle. Il y a eu une large manœuvre pour l'annexion du territoire. Il y a eu une requête de référendum d'autodétermination de la part des Valdôtains, ainsi de suite. Je pense qu'il faut absolument éliminer de toute table de discussion ce genre de prétexte qui, pour moindre qu'il soit, continue à alimenter une idée de division, d'opposition. Il faut par contre créer un espace partagé par l'imagination que l'on peut avoir. Et l'imagination, des fois, est fort aidée aussi par l'évolution des idées. L'idée de frontière avait une certaine nature à l'époque du mur d'Adrien en 122 après Jésus-Christ, entre le monde latin et civilisé et le monde barbare. Au Moyen-Âge, on pensait à la frontière en termes de marques et d'espaces de villes, frontières, ainsi de suite. Elle a évolué dans le sens d'une appropriation de territoire par la naissance des États nationaux en Europe. Donc, mentalement, on change. Et aujourd'hui, je pense que les jeunes générations ne sont plus prêtes à raisonner exactement de la même façon. Elles ont une ouverture d'esprit, je pense, à la partie la plus évoluée, la partie la plus cultivée aussi de ces générations. Celle qui est justement la génération Erasmus et qu'on a voulu citoyenne de l'Europe. Et il faut leur donner aussi des exemples. Il faut leur donner des modèles, des symboles. Et affirmer une non-souveraineté ou bien une souveraineté partagée, ce qui en reviendrait peut-être en quelque sorte même, mais on en discutera, on en raisonnera peut-être dans les années à venir, serait un bel exemple entre deux pays qui ont signé d'ailleurs il n'y a pas plus que 8 mois un traité de Quirinale, n'est-ce pas, en évoquant une large série, une grande palette d'arguments, mais en oubliant la solution de ce petit problème qui continuera à alimenter un revanchisme populiste, non pas des Valdôtains, non pas des Chamonniards ou des Savoyards, mais de la part de gens qui sont très loin, qui ne savent même pas où ça se trouve, le Mont Blanc, mais qui diront, mais quand même, on nous a volé le Mont Blanc. Et ça, ce serait désagréable. Moi, je trouve qu'il faut avancer un peu dans cette direction. Merci. Une dernière question, parce que leur tour. Plus près du micro. Mettez le micro plus près de nez. Excusez-moi. Je voudrais compléter mes interrogations. L'art italien s'étend de Nice jusqu'en Slovénie. Jusqu'à Trieste. Donc, dans les Dolomites, il y a quand même, par exemple, si on prend, on va grimper, et quand on va grimper dans les Dolomites, on découvre qu'en fait, à l'inverse de la France, où il y a une école nationale, l'école nationale du ski, et où se sont formés les militaires du ski, qui reçoivent un diplôme de militaire national, et qui dit de montagne, qui reçoivent un diplôme de militaire. Par contre, dans l'Italie, c'est totalement différent. Il y a des écoles spécifiques de type de montagne, dans les Dolomites, il y a une distinction entre les Dolomites où le parler traditionnel est italien, mais il y a aussi une école de guide dans les Dolomites où le parler traditionnel est allemand, par exemple de Raymond Messner, et ils ont une école spécifique de guide. Et est-ce qu'il n'y a pas là, entre l'Autriche et l'Italie, une autre source de contestation? Donc je pense qu'en fait, les collaborations devraient dépasser ces problèmes mineurs de localisation géographique, mais établir les bases d'une coopération sur les points que vous avez indiqués, qui est vraiment la solution pertinente, plutôt que se figer. Et on a l'impression que c'est un problème qui sensibilise plus l'Italie et certains Italiens qu'en France, puisque si donc, qu'est-ce que vous pouvez répondre?
Alors, vous relevez que la France est un État centralisé et que l'Italie ne l'est pas. Mais ça, chacun organise son espace de droit interne comme il veut. Et voilà, la frontière entre l'Italie et l'Autriche, elle est stabilisée, il n'y a pas de difficulté. Et l'Italie nous donne un exemple de gestion de la diversité au sens où les régions italiennes, il y en a 4, si ma mémoire est bonne, les régions autonomes, il y en a 4, et deux sont des îles, je vous laisse trouver lesquelles, et les deux autres sont définies par la langue. Le français pour la Vallée d'Aoste et l'allemand pour le Sud-Tyrol. Friuli-Venezia. Et bon, celle-là n'est pas linguistique. Voilà. Donc, tout ça pour dire que la conception de l'identité nationale et la manière dont on appartient au pays varie beaucoup. On n'imagine pas en France. On connaît l'intensité des débats sur la langue, que ce soit de l'orthographe, de la Corse, de l'outre-mer ou d'où vous voudrez. On n'imagine pas en France définir une région et donner des compétences spécifiques à une région en raison de la langue. Et vous allez en Belgique, c'est encore autre chose. Ça, c'est l'organisation de droit interne. Il y avait une question de madame. Si tu veux faire passer le micro. C'est la dernière question parce qu'il va falloir laisser la place à Claude Jacques. Donc, dernière question et ensuite on fait... Je vous remercie déjà pour la clarté et la précision de toutes vos interventions parce que c'est très agréable de reprendre... J'avais suivi un cours dans le cadre de la petite université qui s'intitulait « La frontière dans tous ses États ». Donc, vous voyez le jeu de mots, évidemment, donc vos interventions ont repris l'État et les États et ont clarifié tous les problèmes. En tant que guide de haute montagne, je dirais que peu importe pour nous que la frontière soit délimitée à cet endroit ou à cet autre, le seul problème, c'est cette coopération dont vous parlez. Si je suis sur une arête, est-ce que je tombe côté italien ou côté français? Donc, d'où la nécessité de coopération. Donc, là, il y a aussi le problème, et là, vous intervenez de façon très intéressante en parlant des populations locales, donc ce qu'on appelle les us et coutumes. Donc, chez les guides, les us et coutumes, on les suit parce qu'on sait très bien qu'en cas d'accident, ça fera jurisprudence. Donc, si on fait l'ascension de la Dent du Géant ou la traversée des arêtes de Rochefort, on peut avoir des différences entre les Français et les Italiens sur le nombre de membres de la cordée. Donc là, on s'accorde sur le minimum, évidemment, sur ce qui ne gênera personne en cas d'accident. Donc là, c'est important. Je voudrais juste finir sur ce point qui est quand même pas très drôle, mais en aborder un autre qui est, donc vous parlez de culture, qui dit culture dit avenir. Avenir dit nouvelle génération. Parce que qu'est-ce qu'on va laisser aux nouvelles générations? Alors là, je voudrais vous remercier pour tout ce programme d'intérêt à l'Écotra, puisque dans ce cadre, par exemple sur Chamonix, on a bénéficié de l'aide d'un journaliste italo-suisse qui est intervenu pour présenter déjà le métier de journaliste d'une manière aussi internationale, bien entendu, vu son origine. Et donc, le thème, c'était Chamonix face aux enjeux de la transition climatique et aussi écologique. Donc, on a plusieurs problèmes qu'on va léguer, sur lesquels maintenant on avance. Des problèmes d'abord de sensibilisation, d'information, et aussi donc, du coup, de gestion. Alors, quand vous parlez de sanctuarisation, c'est délicat. Je trouve qu'il faut parler plus peut-être de protection, mais de gestion. Comment est-ce qu'on fait? Le problème de surfréquentation, c'est énorme. Donc, on aborde des problèmes de quotas, finalement. Donc, le Mont Blanc, on est l'exemple, côté en tout cas français, par l'ascension de la voie normale, on est l'exemple criant. Donc, comment on gère ce flux? Mais donc, cette surfréquentation, c'est aussi des problèmes de gestion de flux économiques, de flux de transition. Donc, le tunnel du Mont Blanc en est un exemple. Et donc, on ne peut plus maintenant, à mon avis, se passer de raisonner de manière conjointe
mais je rajouterai la Suisse, voilà, donc c'est absente de ce débat. En tout cas, je vous remercie. Merci pour votre intervention. La première partie de votre intervention renvoie au livre d'Éric Decamp et Jacques Dallest sur le guide des procureurs, sur la responsabilité avec des distinctions juridiques entre la France et l'Italie. Juste peut-être un mot de conclusion avant de laisser la place à Giacomo, donc Michael Benani. Oui, deux mots seulement. Je vous remercie pour cette intervention très intéressante et qui a enrichi notre rencontre. Et je voulais seulement dire une chose très rapidement, c'est-à-dire que, comme vous l'avez entendu pendant notre rencontre, il y a deux niveaux de confrontation sur ce sujet, c'est-à-dire le niveau, trois niveaux si vous voulez. Le niveau entre les États, et ça c'est le niveau le plus difficile si vous voulez, parce qu'il y a l'intérêt de l'État, c'est-à-dire qu'il faut protéger l'intérêt de l'État. C'est Rome et Paris qui séparent, et là c'est difficile, un peu plus difficile la collaboration sur ce sujet de la frontière. Et il y a deux autres niveaux très importants et plus récents. C'est le niveau local, des autonomies locales, et les autonomies locales doivent collaborer, doivent se parler de plus en plus dans l'avenir. C'est-à-dire que le mairie de Saint-Gervais, le mairie de Courmayeur se doit rencontrer, se doit avoir des rencontres aussi entre les guides de montagne, les jeunes qui arrivent, parce que, comme a dit le professeur Louvain, c'est la génération d'Erasmus, ce n'est pas plus la perception de frontières qu'on avait dans le passé. Il faut maintenir. On doit expliquer qu'il y a les frontières externes de l'Union européenne et il n'y a plus les frontières internes de l'Union européenne. Et ça, c'est très important parce qu'on a vu, malheureusement, ce qui est passé en Ukraine, etc. On peut régrédir à le passé. Et ça, ce serait dommage, parce qu'on a avancé si bien dans la collaboration transfrontalière que ce serait vraiment dommage de tourner à le passé. Mais c'est possible de tourner au passé. On l'a vu au milieu de l'Europe. Donc il faut faire de intervention entre les mairies et la population locale, les deux parties du Mont Blanc. Et le troisième niveau, c'est le niveau de l'Union européenne. Ce n'est pas possible de collaboration entre le niveau local s'il n'y a pas l'Union européenne dessous. Il faut le dire. Ça, c'est le mérite de l'Union européenne. Je donne la parole à l'autonomie locale pour collaborer entre eux, sans passer par les États. C'est ce que je dis. Merci en tout cas de votre intervention. Ma conclusion sera très simple. En matière de conflit, celui-là par exemple, il y a trois solutions. En matière de litige, soit on va au conflit. Bon, personne n'imagine sérieusement que la France déclare la guerre à l'Italie ou l'Italie à la France pour 82 hectares. Soit on laisse au frigo. On laisse pourrir, non, parce qu'il fait trop froid, donc ça ne pourrira pas, ça sera au frigo. On laisse une situation qui est enquistée comme ça, mais qui ne satisfait personne. Et la troisième solution, en cas de litige, comme on n'arrivera pas à le résoudre par la force, il faut le dépasser. Il faut le résoudre par le haut. Il faut imaginer des solutions qui font que ce qui faisait problème ne fait plus problème. C'est évidemment ce vers quoi il faut aller. Très rapidement aussi, pour dire qu'il faut commencer aussi à regarder aux frontières invisibles, à travailler sur les frontières invisibles. Nous avons, au mois de mars de cette année, perdu la réception de la seule chaîne de télévision française généraliste. Je parle de France 2. Nous avions la coutume en famille de regarder le téléjournal de 13h, ce qui n'est plus possible pour les Valdôtains, pour des raisons absolument saugrenues qui n'ont rien à voir avec la responsabilité française. Ça revient à une affaire interne. Mais est-ce raisonnable d'avoir des difficultés supplémentaires? Il y a des difficultés qui s'appellent le péage au tunnel du Mont Blanc. 60 €, c'est pas peu pour passer d'un côté à l'autre d'une même montagne. Je parle au moins pour ce qui est des gens qui vivent d'un côté et de l'autre de la frontière. Il faut commencer à créer véritablement l'espace Mont Blanc. L'espace Mont Blanc n'est pas seulement une réalité administrative, quelques accords qui sont passés, d'excellentes initiatives en matière de coopération, en matière de sauvetage à la montagne, et ainsi de suite. Il faut
faut mettre un peu de pain sur la planche et travailler pour ce qu'il y ait une communauté de vie, d'esprit, de travail, d'échange, de commerce, etc. Ce qui n'est pas le cas, il faut reconnaître maintenant. Nous vivons des réalités relativement différentes, par-delà tout plaisir que nous avons une fois par année de venir, mais ça devrait être presque quelque chose de quotidien, étant donné le rapprochement qu'il y a entre ces territoires. Donc, je pense qu'il faut commencer à raisonner sans frontières, à construire des espaces. Aujourd'hui, la réalité virtuelle dans laquelle nous vivons nous en offre des instruments de très grande importance. Donc, travaillons à renforcer ces infrastructures, à faire basculer les esprits, à faire sortir de la cage des vieilles idées reçues de souveraineté et de nationalité, et créons un esprit différent. Et ce sera certainement plus intéressant pour nous tous et pour les générations à venir. Merci. À une époque où il n'y avait pas une personne caractère immuable avec les différents éboulements qu'il peut y avoir, les avalanches, etc. Je pense que c'est important que l'espace Mont-Blanc soit le symbole du partage, de l'échange et de la diffusion des idées, des cultures et des traditions. Et je voudrais vraiment remercier nos trois invités, François Garde, Roberto Louvain et Michael Levano, pour ces leçons de droit qui sont également des leçons de vie et qui nous incitent à penser que nous pouvons toujours nous unir malgré les litiges qui pourraient nous opposer. Voilà, merci beaucoup et à bientôt avec Claude Jacou qui va venir d'ici quelques minutes présenter son film. Claude Jacou, une légende de l'alpinisme transfrontalier. Voilà. Merci à vous.